L'histoire commence avec un homme aux cheveux longs assis près de la tombe et parlant du sens de la vie et de son caractère futile et dénué de sens. Il regarda la tombe et réfléchit aux larmes, aux soupirs, car tout cela était le lot des vivants. Soudain, quelqu'un derrière l'homme assis devant la tombe a demandé à qui appartenait cette tombe. Le gars aux cheveux longs a dit que cette tombe appartenait à la famille. La personne derrière était un homme plus âgé avec une baguette. Il lui a dit qu'il le comprenait, et ça a dû être déchirant. Le vieil homme a commencé à parler du fait que lorsque votre monde entier s'effondre sous vos yeux, votre cœur doit déborder de désir. Les larmes ont commencé à couler du vieil homme, après quoi il a commencé à sourire et a dit à l'homme aux cheveux longs qu'il ne devrait pas s'inquiéter autant. Un homme aux cheveux longs s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas ici, et que le vieil homme ne finissait pas quelque chose. Et puis soudain, le vieil homme se transforme en un énorme monstre, et se met à crier à l'homme aux cheveux longs qu'il va bientôt rejoindre sa famille et mourir. Le gars aux cheveux longs était extrêmement choqué par ce qui se passait, car il ne s'attendait pas à ce que le vieil homme se transforme en monstre. Mais ce n'était pas facile pour le gars. Il s'est soudainement retourné et a porté un coup puissant avec son katana, blessant ainsi le monstre. Le monstre a commencé à crier de colère et de douleur, du fait que le gars avait extrêmement gravement endommagé son corps avec son coup. Le gars, avec une vitesse incroyable, a porté encore plus de coups, après quoi il a coupé le monstre en morceaux. Il est resté allongé et n'a plus bougé, car il était mort. Le gars aux cheveux longs et aux yeux rouges avait un courage incroyable, et il tuait facilement les monstres qui se dressèrent sur son chemin. Cela ne lui faisait même pas peur. Soudain, le vieil homme est de nouveau derrière et demande au gars s'il s'est battu avec le démon. Après quoi il a ajouté qu'à chaque fois le même problème, pendant tout ce temps, il ne s'est pas battu contre le vieil homme, mais contre le démon qui le poursuivait. Lui. Le gars se tourna vers le vieil homme, après quoi il regarda le reflet de sa lame. Dans le reflet, il a encore vu des personnes âgées, et après cela, le gars a dit que c'était lui. Le vieil homme toucha le cadavre du démon qui se faisait passer pour un vieil homme. Le vieil homme a continué à toucher le cadavre du démon avec son bâton, et a dit qu'il n'était pas permis au démon de prétendre être un vieil homme, après quoi, il a dit que le démon avait un mal de tête. Le vieil homme a demandé au gars aux cheveux longs s'il envisageait de partir maintenant que sa famille était partie. Le gars a regardé ses mains et a dit de manière décisive qu'il avait l'intention de plaire. Le vieil homme lui a dit que l'argent calme, et les démons avaient pris fin, après quoi il a commencé à rire. Et à partir de ce moment-là, le gars détruirait tous les démons sur son passage. Le gars aux cheveux longs a dit qu'il n'était pas. Après quoi il a crié, et a dit que ce n'était pas tout. Après quoi il a regardé la tombe. Soudain, le gars réalisa qu'il avait un nouveau désir. Le vieil homme fut surpris, et lui demanda quel genre de désir il avait. Après cela, les événements continuent de se dérouler dans une métropole vaste et dynamique. Non loin de l'immense ville, les gens vivaient sous des tentes au milieu de la forêt. Soudain, une personne s'est mise à courir de tente en tente, et ce, à une vitesse incroyable. Il observait les tentes comme s'il avait peur que quelqu'un ne l'attrape et ne lui fasse quelque chose. Soudain, il revit quelque chose et cela le choqua. Après cela, il a de nouveau continué à courir, comme s'il fuyait quelqu'un. Le type s'est approché de la tente et a commencé à la soulever pour pouvoir grimper à l'intérieur et se cacher de l'homme qui le poursuivait. Soudain, quelqu'un derrière lui a dit d'arrêter de faire ça. Derrière lui se tenait un homme appuyé contre un arbre et l'observait, chacun de ses actes et de ses mouvements. Un homme d'apparence désordonnée a dit au gars qu'il ne fallait pas traîner ici. Après quoi, il a ajouté qu'il devait se dépêcher et rentrer chez lui. De plus, un homme qui ressemblait à un sans-abri a déclaré que les bons garçons, à une heure aussi tardive, devraient déjà dormir et faire leur 10e rêve. Le gars a souri, puis a demandé à l'homme qui lui avait dit qu'il était un bon garçon. Après quoi, il a commencé à sortir son couteau. L'homme se tenait toujours imperturbablement près de l'arbre et a dit qu'il ne le savait pas, mais le gars a continué à faire pression sur lui et a dit qu'il ne devrait pas lui mentir. Et s'il est sans-abri, alors il doit le savoir. Tous les sans-abri ont commencé à se réveiller et leur ont demandé ce qui se passait et pourquoi c'était si bruyant. Ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait une confrontation. Le sans-abri a été tué, parce que le gars avait un couteau, et ils l'ont traité de chiot, après quoi ils lui ont demandé s'il était dans son esprit, et pourquoi il menaçait l'homme avec un couteau. Beaucoup de sans-abri se sont rassemblés pour punir le gars qui a commencé à menacer l'un d'eux. Et le gars ne s'attendait évidemment pas à une telle évolution des événements, et a commencé à en avoir peur.
Le gars était visiblement nerveux, et la sueur commençait à couler sur son visage. Il pensa qu'en fait, c'était même pour le mieux. Il a commencé à agiter son petit couteau et à crier à Yakimaru de venir vers lui, de se dépêcher et de se montrer. Mais tout à coup, le garçon a été extrêmement choqué par l'un des sans-abri. Il ne s'attendait pas à voir une telle personne. C'était un sans-abri aux proportions gigantesques. Tout son visage était bandé et un œil brillait de rouge. Les sans-abri étaient tout aussi choqués que le gars. Je n'avais pas réalisé que c'était le patron de Yaki que le gars voulait voir. Le gars ne s'attendait évidemment pas à voir un sans-abri aussi énorme et aussi si effrayant en même temps. Il a commencé à demander si Yaki était vraiment sans-abri. Après la question du gars, le sans-abri a commencé à saliver de sa bouche. Il a souri et ses yeux ont commencé à briller encore plus. Mais le gars était extrêmement courageux et il a dit que ce sans-abri était clairement fou. Et il a conclu que ce n'était certainement pas Yaki et a pensé que peut-être ils étaient juste des noms similaires. L'un des sans-abri a dit au gars qu'il ne savait pas pourquoi, mais il avait le sentiment qu'il n'était pas l'homme qu'il recherchait. Après cela, le sans-abri a ajouté qu'après avoir vu tout ce qu'il voulait, il était temps pour lui de partir. Et eux, comme la populace des sans-abri, veulent aussi dormir. Le petit bonhomme était extrêmement déçu. Il baissa la tête et pensa que tout avait encore échoué aujourd'hui. Soudain, quelqu'un a commencé à crier au gars de regarder par ici, après quoi le gars a tourné son attention vers une personne. La personne qu'il a appelée était entourée de 2 gardes puissants, et il a finalement déclaré que ce jeu de cache-cache exténuant était enfin terminé. L'homme qui s'approchait du camp pour sans-abri s'appelait Jeune Maître. L'un des sans-abri s'est immédiatement réveillé. Il ne s'attendait visiblement pas à voir le Jeune Maître ici. Le jeune maître a commencé à s'approcher du gars et a dit qu'au moins il l'avait trouvé. Le gars était choqué et ne comprenait pas ce qu'il attendait de lui. Soudain, le sans-abri a commencé à courir vers le gars, puis lui a tendu la main. Un sans-abri doit protéger un jeune homme. Après quoi il a dit qu'il ne savait pas ce qui se passait ici, mais qu'il aimerait entendre une explication. Et puis il a ajouté que peu importe comment on le regarde, cela ressemble à quelque chose qu'il pourrait prendre pour un enlèvement. Le jeune homme a dit avec mépris que même si les conclusions du sans-abri étaient correctes, que lui ferait-il dans un tel cas? Après quoi il s'est mis à rire. Le sans-abri a répondu sans remords que dans ce cas, si tel est le cas, alors il est du devoir de tout adulte de protéger l'enfant. Le jeune maître lui a dit que lorsqu'il avait regardé attentivement, il avait vu qu'ils étaient tous des gentils, et que dans ce cas, il était obligé de tous les récompenser, car il était choqué que les sans-abri commencent à protéger un enfant inconnu. Il a commencé à approcher les sans-abri et leur a dit que la récompense ne serait pas très grande, parce que leur jeune maître s'était enfui de la maison. Donc étant une personne honnête, il a pensé qu'il le ramènerait dans la maison de son père, au chaud et en sécurité. Le jeune homme a commencé à rire, après quoi il a sorti l'argent et a suggéré que les sans-abri se dispersent à l'amiable et que celui qui attrape et lui amène le jeune homme recevra l'argent. Les sans-abri ont été immédiatement choqués par l'énorme somme que le jeune homme tenait entre ses mains, et ils ne savaient pas quoi faire ensuite. Ils commencèrent à discuter de la somme d'argent qu'il y avait, et pensèrent au fait que pour un tel argent, ils ne pourraient pas manger une assiette pleine de riz avec de la viande pour le déjeuner de demain. Après cela, les sans-abri ont réalisé qu'ils avaient affaire à des gens riches. Certains pensaient que c'était des yakuza ou quelque chose comme ça, mais ils ont tous réalisé que cela n'avait pas d'importance, s'ils étaient des yakuza ou non, car ils payaient de l'argent, et c'était pour eux de la plus haute importance. Tous les sans-abri ont immédiatement regardé le gars, et ont immédiatement voulu l'attraper pour recevoir l'argent que le jeune homme tenait entre ses mains. Ils lui ont immédiatement sauté dessus et ont crié à tout le monde de l'attraper et de le clouer au mur. Et ils ont réfléchi à la somme d'argent qu'ils recevraient, à la quantité qu'ils pourraient acheter du riz, de la viande et des boissons. Le gars a été extrêmement blessé, car beaucoup de gens sont tombés sur elle, et ils étaient tout lourds. Il a commencé à crier de douleur, et son visage était rivé au sol. Pendant ce temps, le jeune homme et ses gardes ont été agréablement surpris que les sans-abri l'aient écouté si rapidement et aient exécuté ses demandes. Il a jeté tout l'argent qu'il avait en main, et a dit qu'il était très reconnaissant envers tous les sans-abri, et leur a jeté la récompense promise. Absolument tous les sans-abri se sont immédiatement précipités pour l'argent. Ils ont crié que c'était de l'argent et l'ont ramassé le plus vite possible. Leur slogan était que celui qui parviendrait à attraper l'argent le mangerait. Le jeune maître, quant à lui, a pris le gars par le cou avec sa main et a commencé à l'étouffer. Le gars a commencé à crier encore plus de douleur. Il ne s'attendait pas à ce que sa vie soit en danger. Le jeune maître a tenu le gars par le cou, mais pour une raison quelconque,
Il a dit qu'elle avait résisté si longtemps, et il a ajouté que c'était tout pour qu'on puisse éventuellement l'attraper. Après quoi il s'est mis à rire bruyamment et à ôter la casquette de l'enfant. Il s'est avéré que ce n'était pas un gars, mais une petite fille qui cachait ses longs cheveux derrière un bonnet sur la tête. Le sans-abri qui voulait protéger la jeune fille était choqué. Il ne s'attendait pas à ce que de tels événements se produisent, et ses frères trahiraient tous les principes et ne protégeraient pas l'enfant. Il regarda la fille et ne comprit pas immédiatement que ce n'était pas du tout un gars, mais une fille qui cachait son sexe. Le jeune maître a sorti son énorme langue et a commencé à lécher la fille, après quoi il a éclaté de rire. Il en a tiré un plaisir incroyable. La fille a commencé à pleurer et lui a demandé d'arrêter, car c'était très désagréable pour elle. Elle a crié pour que quelqu'un l'aide et la sauve. Mais soudain, le jeune maître fut interrompu par quelqu'un et lui dit qu'il y avait autre chose qui l'intéressait. Le jeune maître fut immédiatement distrait et lui demanda ce que c'était. Le sans-abri s'est approché très près du jeune maître et l'a regardé droit dans les yeux, car ce qu'il avait fait avec la jeune fille était inacceptable pour lui. Le sans-abri a attaqué le jeune maître, mais celui-ci l'a immédiatement esquivé, car il n'était pas non plus facile et possédait une dextérité incroyable. L'homme a pris la jeune fille dans ses bras pour la sauver, et dans son autre main il y avait un couteau avec lequel il voulait la protéger, tandis que le jeune maître a commencé à courir vers le sans-abri pour emmener la fille. En état de légitime défense, le sans-abri a poignardé la joue du jeune monsieur avec un couteau. Du sang a commencé à en couler. Le jeune maître a demandé au sans-abri ce qu'il pensait faire maintenant. Il a été extrêmement choqué par ce qui se passait, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'y oppose après lui avoir donné de l'argent. Au même moment, le sans-abri a commencé à dénouer les cordes de la jeune fille, qui étaient attachées autour d'elle par d'autres sans-abri qui l'avaient attaquée. Le SDF regarda le jeune maître et lui demanda ce qu'il attendait de ce gamin. Après quoi, il a pointé le couteau sur le jeune maître et ses gardes, et a dit qu'ils étaient des salauds, et même pas des gens. Après ces mots, le jeune maître a immédiatement montré sa véritable apparence. Sa peau a commencé à se couvrir d'écailles, et sa langue est devenue encore plus longue, et il a demandé au sans-abri comment il osait gratter sa belle peau. Le jeune maître s'est transformé en lézard géant, et les gardes qui étaient à côté de lui ont également commencé à se retourner. Les gardes se sont transformés en esprits, et le jeune maître qui était le lézard a commencé à attaquer les sans-abri avec eux. Le sans-abri était toujours calme. Il a observé la situation et l'a analysée. Après quoi il a réfléchi quoi faire et comment protéger la jeune fille. Avec l'aide de la transformation des gardes, le lézard est devenu beaucoup plus gros. Il s'est transformé en une créature au corps incroyablement long et ressemblait en même temps à un serpent et à un lézard. Les sans-abri ont vu comment le jeune maître s'est transformé en monstre. Ils ont été choqués par ce qui se passait et extrêmement effrayés, après quoi ils ont commencé à devenir nerveux et à se demander ce que c'était. Un jeune maître qui était un monstre a demandé à un sans-abri comment oserait-il le forcer à révéler sa vraie nature devant cette misérable canaille. Après ces mots, il s'est immédiatement précipité pour attaquer le sans-abri et a dit qu'il le mettrait en pièces. Le sans-abri était toujours imperturbable, et il était prêt à protéger la jeune fille. Il a pointé le couteau sur le monstre, après quoi il a pris la jeune fille et a commencé à esquiver l'attaque. Sans aucune crainte, il sauta à plusieurs mètres de hauteur pour esquiver. Après cela, il se leva et commença à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite, et aux actions à entreprendre contre un monstre aussi géant. Soudain, le sans-abri a pris sa forme. Il est devenu un type aux cheveux longs, capable de tuer des monstres comme un jeune maître. Il pointa son petit couteau pour mener l'attaque, mais il savait qu'il ne serait pas capable de tuer un monstre aussi gigantesque avec un couteau ordinaire. Les monstres vous ont à nouveau soulevé, et pour lancer une nouvelle attaque, il a compris qu'il était bien plus fort. Après cela, le monstre a dit que ce type scintille devant son nez comme un rat, et il lui ordonna de rester immobile, après quoi il se précipita de nouveau à l'attaque, et ouvrit sa grande bouche pour l'achever. Soudain, l'un des sans-abri s'est mis sur son chemin et a commencé à protéger le gars et la fille. C'était un sans-abri qui était complètement enveloppé dans des bandages, et il n'avait qu'un seul œil qui brillait d'une lumière rouge vif. Mais malheureusement, sa tentative de les protéger a échoué, et le monstre a mordu la moitié de son corps d'une seule morsure, et il est littéralement mort d'une seule attaque. Le monstre recula à nouveau pour préparer sa prochaine attaque. Tout d'un coup, le gars aux cheveux longs a commencé à se préparer à mener une attaque. Il a commencé à courir droit sur le monstre. La fille a essayé d'arrêter le gars et lui a crié d'arrêter.
car une personne ne peut pas interférer avec le démon. Le gars aux cheveux longs a déclaré que c'était effectivement le cas, après quoi il a commencé à invoquer son arme. C'était un katana extrêmement capable de combattre des démons comme leur adversaire. Le gars aux cheveux longs était prêt à continuer son combat et à protéger la fille d'un démon incroyablement fort. Il y avait un signe inconnu au bout du katana, mais il signifiait bien plus que ce qu'on pouvait voir au premier coup d'œil. Le démon a vu cette lame et est immédiatement devenu nerveux, car il s'est rendu compte que ce type n'était pas si simple. Le mec aux cheveux longs avait déjà commencé à se préparer pour l'attaque. Il était prêt à tuer le démon avec son arme incroyablement puissante. Il s'est mordu la main puis a commencé à la retirer, et au lieu d'os, il avait une autre lame avec laquelle il pouvait aussi se battre. Sa main gauche était une lame et dans sa main droite il tenait simplement un katana, après quoi il était prêt à combattre un démon incroyablement puissant qui se tenait juste sur son chemin. Et il s'est précipité avec un courage incroyable pour attaquer afin d'achever le démon qui voulait tuer la jeune fille. Soudain, le démon réalisa qui était le type aux cheveux longs et, à son tour, le frappa avec 2 lames. Enfin, le démon réalisa que le type aux cheveux longs et à 2 lames était Yaki. Le corps du démon a été coupé en plusieurs gros morceaux, et avec seulement quelques coups, il a pu facilement vaincre le démon incroyablement énorme et fort. La jeune fille réalisa également que c'était le gars qu'elle recherchait, à savoir Yakimaru. Yakimaru a transpercé la tête du démon avec sa lame. L'achevant ainsi, le démon a été vaincu et est tombé au sol avec un rugissement incroyable, car il pesait plusieurs tonnes. Il s'est battu incroyablement contre un démon beaucoup plus fort et plus grand que lui, mais il a facilement réussi à vaincre et à sauver la jeune fille. Le gars a commencé à se tourner vers la fille et lui a dit qu'en effet, son nom est Ayaki. La jeune fille était extrêmement choquée, car elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme ordinaire puisse être Yakimaru. La jeune fille se tenait toujours là, comme figée sur place, et était choquée par ce qui se passait. Elle ne comprenait pas quoi lui répondre et avait déjà oublié pourquoi elle avait besoin de lui. Soudain, quelque chose a commencé à sortir de la boue, et cela a été provoqué par magie. Hors de la terre, un mignon petit chien a commencé à se former. Après cela, Yakimaru a dit que le nom de ce petit ami était Maru. Pendant ce temps, il a commencé à mettre sa main sur la lame qui dépassait de sa main. Yaki a commencé à parler dans un endroit plus approprié, et il semble que la fille voulait lui poser beaucoup de questions. La jeune fille, quant à elle, ne le regarda pas et dit qu'elle l'avait enfin trouvé. Soudain, la jeune fille a crié son nom et a déclaré qu'il était l'ennemi juré de ses parents. Yakimaru a été étonné par les paroles de la jeune fille, car il ne savait pas de qui il pouvait être l'ennemi. La fille a commencé à courir vers Yaki et a menacé de le tuer. Pendant ce temps, les événements se sont déroulés dans le passé. La jeune fille et ses parents se dirigeaient quelque part. Le père de la jeune fille lui a dit de se dépêcher et d'aller plus vite avec sa mère. Il pleuvait beaucoup dehors. Le père a commencé à crier après la fille. Elle s'appelait Roro. Mais la fille ne comprenait pas du tout ce qui se passait et pourquoi ils allaient aller quelque part si vite. Elle a commencé à demander à ses parents pourquoi ils allaient quelque part au milieu de la nuit et a soudainement laissé tomber son téléphone. Roro a commencé à devenir nerveuse et inquiète du fait qu'elle avait laissé tomber le téléphone et pourrait être punie pour cela. Elle craignait également qu'il ne soit pas cassé. Soudain, la jeune fille vit quelque chose à quoi elle ne pouvait pas s'attendre. Ses parents se préparaient sous une pluie battante comme s'ils voulaient partir sans elle. Le père a commencé à demander à la mère si tout était emballé, après quoi il a dit à tout le monde de monter rapidement dans la voiture. Roro devait d'abord monter dans la voiture. Les parents ont commencé à appeler Roro, mais elle n'a pas répondu, et ils ne l'ont pas non plus observée dans le champ de vision. La mère a commencé à appeler sa fille, mais le père l'a soudainement arrêtée. Un homme non identifié se tenait sur leur chemin, marchant droit dans leur direction. Ils avaient déjà vu cet homme, et il se dirigeait droit vers eux. Après cela, les parents réalisèrent avec horreur qu'il s'agissait de Yakimaru. De nulle part sont apparus des gens vêtus d'uniformes militaires et portant des masques à gaz sur la tête. Ils ont complètement encerclé les parents de Roro. Les parents n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Ils étaient paniqués et très inquiets pour leur fille et leur vie. Les soldats masqués ont commencé à attraper les parents de Roro, et Yakimaru a regardé ce qui se passait. Les parents ont crié extrêmement fort et ont demandé à être libérés. Après cela, Yakimaru a ordonné aux soldats de les laisser partir. Il les regarda s'agenouiller sur le sol et le regardant, il commença à demander à ses parents où était Roro. Les parents ont gardé le silence, parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un fasse du mal à leur fille. Yakimaru réalisa que les parents ne diraient probablement pas où se trouvait leur fille, et commença à sortir quelque chose de sa poche.
Il a dit que s'occuper des personnes âgées est toujours un véritable problème. Mais que faire, après quoi il a pointé un pistolet sur la tête de sa mère. Dès qu'il a mis l'arme en marche, il a immédiatement appuyé sur la gâchette et a tiré. Après quoi la mère a commencé à tomber au sol, morte. Yakimaru sourit, après quoi il dit que pour être honnête, il ne se souciait pas du tout d'eux. Le père était choqué par ce qui se passait. Le sang de sa femme était maculé sur son visage. Il ne savait pas quoi faire et voulait tuer Yakimaru de ses propres mains. Il a commencé à lui crier dessus. Il avait une colère incroyable pour avoir tué sa femme, et il l'a traité de salaud. Dès que le père a voulu dire autre chose, le militaire l'a immédiatement frappé au visage avec la crosse d'une mitrailleuse. Le père a perdu connaissance à cause de la force incroyable du coup de crosse, car le coup était porté directement sur la tête. Après que son père se soit réveillé, Yakimaru lui a demandé une dernière fois où était sa fille. Et de nouveau, il a pointé le pistolet sur la tempe de son père et a commencé à les menacer, en leur disant qu'il le tuerait s'il ne le disait pas. Il avait un énorme hématome sur le visage, et un œil ne pouvait plus rien voir. Mais il gardait toujours la bouche fermée, et ne voulait rien lui dire. Mais soudain, il entendit un bruit non loin de lui, et commença à se retourner pour voir ce qu'il y avait là. C'était Roro. Elle se cachait dans les buissons et a vu sa mère mourir et son père être torturé. Elle avait terriblement peur, et tenait son téléphone dans ses mains et pleurait, ne comprenant pas quoi faire et comment se trouver dans cette situation, car elle réalisait qu'elle ne pouvait en aucun cas aider ses parents. Son père la regardait et lui souriait, mais malheureusement, il savait qu'il ne pouvait pas l'aider. Après cela, il a fermé les yeux et a réalisé son sort dans cet incident, et a compris que maintenant, il allait mourir. Le pistolet fut rapproché encore plus de sa tête, et il regarda directement Yakimaru dans les yeux, puis attendit qu'il tire. Yakimaru ne se souciait pas de ce que ressentait l'homme, et du mal qu'il avait fait à leur famille. Il sourit, et était prêt à tirer. Comme prévu, le père de Roro a été tué avec une arme à feu. Il y a eu une forte explosion sous une pluie battante. La fille s'est même bouché les oreilles à cause du volume de l'explosion avec ses mains. Son téléphone était cassé, et elle ne savait même pas quoi faire. Faire ensuite. Elle a commencé à pleurer encore plus fort, parce qu'elle était désespérée. Elle était vraiment désolée pour ses parents. Pendant ce temps, Yakimaru ordonna que tout ce qui l'entourait soit brûlé, ainsi que les corps de ses parents. Il a ordonné aux soldats de ne laisser aucune trace, après quoi ils se sont immédiatement précipités pour éliminer toutes les preuves du crime et ont incendié tout sur leur passage. La maison de la famille Roro a également été incendiée, tout comme les corps de ses parents. Toute la vie de la jeune fille a été détruite à ce moment-là, car toute sa famille est morte et sa maison a brûlé. Mais en même temps, Yakimaru regardait tout ce qui se passait sans émotion, et il ne se souciait pas du tout du sort de la fille et de ce qui lui arriverait ensuite. La jeune fille a également vu sa maison brûler et s'effondrer. Elle était désespérée et horrifiée par tout ce qui s'était passé cette nuit-là. C'est pourquoi Roro voulait tuer Yakimaru, parce qu'il avait tué sa famille et détruit sa maison. Après cela, les événements ont continué à se dérouler dans le présent. Yaki et Roro ont passé la nuit dans la forêt. Soudain, un chien a couru vers Roro et a commencé à lui lécher la joue, la réveillant ainsi. La jeune fille ne pouvait pas s'attendre à ce que le chien la réveille au milieu de la nuit et commence à lécher la boîte. Elle a donc été très surprise et n'a pas compris ce qui se passait. Lorsqu'elle commença à sortir du lit, elle remarqua que Yakimaru ne dormait pas, et elle se mit en colère contre lui parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'il faisait ici. Yaki a immédiatement vu la fille se réveiller et l'a regardée après s'être retournée. La fille regarda à nouveau Yaki, le pointa du doigt et prononça son nom complet, Yakimaru. Tous deux ne comprenaient pas ce qui se passait dans cette tente, car Yaki ne savait pas ce qui était arrivé à Roro. La jeune fille commença à boire la terre avec ses mains, qui étaient juste en dessous d'elle. Yaki lui dit de ne pas se fâcher, car il était sûr qu'elle n'avait plus beaucoup de force, et lui dit de ne pas la gaspiller. Le chien a continué à la lécher, et Roro ne comprenait pas quoi faire ensuite. Après tout, elle avait tellement de colère qu'elle pensait que Yakimaru, qui était à côté d'elle, avait tué ses parents. Soudain, la jeune fille réfléchit à ce qu'elle faisait dans cette tente, et à la raison pour laquelle elle était ici. Elle a commencé à se souvenir des événements qui s'étaient produits auparavant, et elle se souvint de la façon dont elle avait couru vers Yakimaru et avait crié qu'elle allait le tuer. Mais Yaki réussit à esquiver son premier coup et dit à Roro d'attendre. Yakimaru était capable d'esquiver chacune de ses attaques, car il était un guerrier incroyablement agile. La jeune fille ne s'y attendait pas et était choquée qu'il ait esquivé chacune de ses attaques, et ne comprenait pas comment cela était possible. Le gars s'est rendu compte que cela ne pouvait plus continuer.
et a décidé d'utiliser sa force pour l'arrêter. Il a frappé la jeune fille à l'arrière de la tête avec peu de force, de sorte qu'elle a perdu connaissance, après quoi il a réussi à le calmer. Après l'impact, il lui a dit de se calmer et elle a, à son tour, commencé à perdre connaissance. Ainsi, Roro comprit comment elle s'était retrouvée dans la tente avec Yakimaru. Roro a commencé à pleurer parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas décrocher un seul coup, ce qui l'a rendue extrêmement bouleversée. Yakimaru voulut la réconforter et lui tendit un pot de conserve chaude qu'il venait de réchauffer sur le feu. La jeune fille ne s'attendait clairement pas à une telle gentillesse de la part de Yakimaru, car elle pensait qu'il était un meurtrier et extrêmement cruel. Yakimaru lui a dit de manger, et si elle voulait tellement se venger de lui, alors elle ne devrait pas mourir de faim prématurément. La jeune fille fut choquée par cette réponse et il la mit extrêmement en colère. Roro lui enleva avec colère la nourriture en conserve afin de manger de la nourriture chaude. Yakimaru voulait lui offrir des baguettes, mais il vit qu'elle allait déjà bien et qu'elle mangeait directement dans le pot, parce qu'elle avait tellement faim. Pendant que Roro mangeait, Yakimaru lui a demandé si, puisqu'elle l'appelait son ennemi juré, pouvait-il supposer qu'il avait dû tuer un proche. Encore une fois, la jeune fille ne s'attendait pas à une telle réponse et a dit qu'elle s'exprimait étrangement, car elle pensait que les gens dans de telles situations criaient d'abord que ce n'était pas eux, ou quelque chose comme ça. Yakimaru a commencé à parler du fait que lorsqu'on vit trop longtemps, il est difficile de se souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie à cause de lui. La jeune fille ne comprit pas encore la réponse de Yakimaru et lui demanda s'il s'était cogné la tête. Elle a ensuite dit que même s'il est plus âgé qu'il n'en a l'air, il ne peut pas être si vieux. Mais Yakimaru l'a interrompu et lui a demandé qu'en était-il de Roro. Yakimaru a été franche et a dit que Roro est aussi une personne inhabituelle. Elle a été choquée par cela, car elle ne pouvait même pas imaginer qu'il puisse le savoir. Roro commença à devenir extrêmement nerveux, car elle ne comprenait pas comment Yakimaru savait cela, tandis qu'il commençait à sortir son katana et lui demanda si elle comprenait qu'elle se trouvait maintenant dans une position peu enviable. Après quoi, il lui a présenté un katana directement sur la tête et a commencé à la menacer. Yakimaru a demandé ce qu'elle ferait ensuite s'il la tuait vraiment maintenant. Et soudain, il sourit et lui demanda ce qui se passerait si j'étais vraiment ton ennemi juré. La jeune fille a été choquée, car elle ne comprenait pas quoi faire ensuite et quoi faire, car elle voulait se venger de son ennemi qui avait tué ses parents, après quoi elle a conclu que c'était bien lui. Roro réalisa que c'était le même Yakimaru qui avait tué ses parents. Il avait déjà commencé à balancer son katana directement sur elle afin de la tuer. Il a été frappé avec un katana en pleine tête. Le sang a commencé à couler partout. Du sang coulait également de la tête de la jeune fille. Mais elle regardait toujours Yakimaru. Mais soudain, il s'est avéré qu'il buvait avec sa lame non pas sur Roro, mais sur l'essence qui se trouvait à côté d'elle. La jeune fille a commencé à crier et a demandé si c'était une personne ordinaire. Roro a commencé à crier après Yakimaru et a dit qu'il avait encore tué un humain, mais Yaki a dit qu'il ne pouvait pas appeler cela un meurtre. Après tout, l'entité qu'il a tuée n'était pas un homme. La jeune fille fut choquée par sa réponse et se tourna immédiatement pour regarder le cadavre d'un homme qui gisait derrière elle. Mais tout à coup, cela se transforma en quelque chose de terrible. Quand la fille s'est approchée du corps, elle a vu que c'était un terrible monstre. Même le chien a commencé à aboyer après lui. Son visage était défiguré par un terrible sourire et d'énormes yeux exorbités. Il avait aussi des cornes inhumaines. La fille a demandé si c'était un démon. Yakimaru lui a dit que certains des sans-abri ici sont comme ça. Après cela, il a ajouté qu'ils sont généralement calmes, mais que pour le moment, quelque chose les a influencés. Lorsqu'ils ont quitté la tente, ils ont vu que plusieurs autres sans-abri se tenaient autour de la tente et voulèrent les attaquer. Tous les sans-abri qui les entouraient voulèrent les achever et manger leur corps. Ils avaient déjà différentes bouches énormes et des dents pointues et tordues, et il n'y avait que du vide dans leurs yeux. Roro a été choqué par ce qui s'est passé ensuite, puis a demandé pourquoi Yakimaru a dit qu'ils étaient tous calmes, parce qu'ils n'étaient pas calmes du tout. Yakimaru lui dit qu'ils étaient tous étrangement énergiques aujourd'hui. Il savait qu'il ne pouvait pas lui faire de mal. Et soudain, Yakimaru réalisa que quelque chose de puissant à l'intérieur de Roro faisait oublier au monstre qu'il ne pouvait pas lui faire de mal, et ils décidèrent de les attaquer. Roro avait vraiment une énergie puissante dans son corps, qui se cachait directement dans son cœur. Yakimaru réalisa qu'elle devait gérer son énergie plus tard, mais maintenant il devait affronter les monstres qui les entouraient. Et soudain, tous les monstres les ont immédiatement attaqués en même temps.
Yaki a dit à la fille qu'il serait un peu occupé dans un avenir proche. Pendant ce temps, les événements continuaient de se dérouler dans la ville sous une pluie battante. Un homme et une femme étaient assis dans l'une des maisons. L'homme a dit à la femme qu'elle lui disait des bêtises. L'homme, en colère, a demandé à la femme si elle lui demandait vraiment de travailler pour elle. La fille m'a dit que c'était vrai, et elle a compris que cela avait l'air stupide. Elle a également commencé à rire, et a dit que ce n'était pas que les négociations étaient matées impossibles dans une telle situation, mais que seuls de parfaits idiots accepteraient une telle chose. Après cela, elle a posé une question à l'homme et lui a demandé ce qu'il allait faire s'il n'acceptait pas sa proposition. Et après, elle a traité d'idiots tous les hommes qui l'entouraient dans cette pièce. L'homme a commencé à la regarder et a réfléchi à quoi faire d'elle ensuite. L'homme principal, très en colère, a frappé la jeune fille directement avec son poing au visage. Puis, avec de la méchanceté dans les yeux, il la regarda et dit qu'il ne savait pas. Pourquoi avait-elle décidé qu'elle avait le droit de les commander tous? Tous les hommes qui l'entouraient commencèrent à empiéter sur sa vie. Et le plus important dit que la jeune fille irait leur dire à tous ces paroles selon lesquelles il leur déclarait la guerre. L'homme a repris la fille et lui a dit qu'avant cela, il aimerait faire autre chose. Il a soulevé la fille du sol, comme s'il voulait recommencer à la battre. L'homme a sorti une cigarette et a dit « Réparons son visage suffisant ». Tous les hommes étaient ravis de la décision du principal homme, car il leur a dit de faire d'elle ce qu'ils voulaient, mais de ne pas la tuer. Et quand ils ont fini, qu'ils jettent le corps dans la rue, tous les hommes étaient d'accord avec lui. Ils l'ont attrapé, après quoi il a commencé à parler du fait qu'il n'avait pas eu la fille depuis longtemps, et si vous la comparez à celle de la dernière fois, alors elle est toujours très belle, et chacun d'eux, j'avais hâte de m'amuser. Après cela, les hommes ont commencé à se disputer pour savoir qui serait le premier. Et la fille, quant à elle, a ri et a dit qu'elle le pensait. Soudain, toute la pièce a été recouverte d'une lumière brillante provenant de l'endroit où se trouvait la fille. Elle a crié qu'elle ne se lasserait jamais de cela. Et l'homme principal a été choqué par ce qui se passait, car il ne s'attendait à rien de tel. Il s'est retourné parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait derrière lui. Dès que l'homme principal s'est retourné, une balle lui a été immédiatement tirée dans l'épaule, et l'autre homme a de nouveau pointé son pistolet sur lui pour tirer. Le patron a commencé à crier de douleur. Il n'a pas compris comment cela s'était produit et pourquoi la fille s'est transformée en un homme armé. Le patron a regardé l'homme et a dit que c'était un salaud, après quoi il lui a demandé ce qu'il lui avait pris. L'homme était de mèche avec la fille. La fille s'est approchée de lui et lui a dit que c'était vraiment un salaud. Après cela, elle commença à enlever sa robe. Sur son corps se trouvaient de nombreux yeux violets, qui regardaient dans des directions différentes. Après quoi, elle a souri et a dit qu'elle se demandait pourquoi il avait fait ça. Le patron s'est rendu compte qu'il avait affaire à un démon. La jeune fille a quant à elle déclaré qu'heureusement son téléphone n'était pas endommagé. Le patron a commencé à justifier que si la fille les avait prévenus dès le début et avait dit qu'elle était un démon, alors ils auraient agi différemment. Mais la fille lui a répondu que ce n'était pas si important. Il était évident pour la jeune fille que ce n'était plus si important maintenant, car elle voulait se moquer de tous. Elle a commencé à filmer le patron avec la caméra de son téléphone, alors que du sang coulait de son épaule, et elle s'est moquée de lui. Après quoi, elle a dit que maintenant, elle avait envoyé les preuves, et a souri parce qu'elle était contente d'elle-même. Le patron a visiblement commencé à devenir nerveux, car il ne comprenait pas quoi faire ensuite et comment agir dans cette situation, car il était beaucoup plus faible qu'un démon, car il était une personne ordinaire. Mais soudain, la jeune fille a commencé à partir, comme si de rien n'était. Le patron a commencé à parler du fait que si elle partait, il ferait quelque chose avec elle. Mais entre-temps, la fille a commencé à claquer la porte avec elle, et lui a dit au revoir. Après cela, ses anciens amis se sont tenus à ses côtés, qui étaient prêts à l'achever avec toutes les armes dont ils disposaient. Ils avaient des katanas et des pistolets. Le boss a été choqué par ce qui se passait et s'est rendu compte qu'il était sur le point de mourir. La jeune fille, quant à elle, regardait la vidéo sur son téléphone et était extrêmement contente d'elle-même, car elle faisait ce qu'elle voulait. De façon inattendue pour la fille, quelqu'un a commencé à l'appeler et elle a été ravie de cet appel. Après cela, elle a décroché le téléphone et a dit que c'était inhabituel, car son interlocuteur ne l'appelait pas souvent. L'interlocuteur a également dit à la fille que maintenant le patron du serpent est mort. La fille a commencé à rire aux éclats et était heureuse qu'il soit mort, et a dit que ce salaud méritait, parce qu'il se comportait avec tant d'arrogance, comme s'il était au-dessus de cet ouvrage. Après cela, elle était ravie, car son interlocuteur lui a également confié un nouveau travail, qui était autrefois effectué par des serpents.
Sa tâche était de voler Roro. Son interlocuteur lui a également jeté une photo sur son téléphone. Elle l'a vue et a dit que cette fille était plutôt mignonne. Puis elle ouvrit la bouche, étira sa longue langue et dit que cette fille avait aussi l'air très appétissante. Pendant ce temps, Roro s'inquiétait de quelque chose. Elle était inquiète. Elle était dans une pièce et assise sur le lit. Elle ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée ici. Elle avait un chien qui dormait sur ses genoux, et elle se demandait pourquoi ce chien dormait sur ses genoux. Roro réfléchit à ce qu'il devait faire ensuite, et en même temps caressa le chien. Pendant ce temps, Yakimaru est sorti inopinément de la douche, qui a dit qu'il était très rafraîchi après la douche. Yakimaru a demandé à Roro si elle prendrait également une douche, mais la fille était gênée parce que Yaki était presque nue et a dit qu'elle n'irait pas sous la douche pour le moment. Il doit donc se dépêcher et mettre quelque chose. Elle ouvrit alors les yeux et continua à regarder Yakimaru. Roro le regarda commencer à s'habiller. Soudain, Yakimaru remarqua comment Roro le regardait et lui dit d'arrêter de le regarder, puisqu'il n'avait aucun problème de mouvement. Yakimaru a également ajouté que ce qui est important maintenant, c'est qu'il ait réussi à trouver un endroit sûr pour dormir. Roro lui a demandé si c'était vraiment un endroit sûr et pourquoi. Après tout, cet endroit ne pouvait pas être sûr, car il laissait entrer une personne couverte de sang de la tête aux pieds, et il ne clignait pas des yeux, et Roro était généralement mineur. Après cela, la jeune fille a pointé son doigt vers Yakimaru, et a dit qu'à son avis, il était le principal danger. Yakimaru lui a répondu qu'elle était trop cruelle envers celui qui l'avait sauvée. Yakimaru a également dit qu'elle n'était pas allée avec lui pour se cacher de ceux qui l'avaient attaqué. À cause de cela, sa maison, la tente, avait fini par être détruite. Le gars a également dit qu'il devrait revivre l'incident. Au moment où il a à peu près compris ce qui se passait, les parents de Roro ont été tués par quelqu'un qui a le même nom et le même visage que Yakimaru. La jeune fille lui a demandé s'il avait dit que ce n'était pas lui qui avait tué ses parents. Yaki lui répondit, lui dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir commis un tel crime. La jeune fille commença à crier fort et lui demanda de qui il pensait que c'était alors. Il a dit à Roro de la calmer, et de toute façon, cela doit avoir quelque chose à voir avec lui. Après cela, il a commencé à réfléchir à ce qu'il allait faire à l'avenir. Yakimaru a dit qu'il aiderait la fille. La fille a été extrêmement surprise et a demandé s'il l'aiderait vraiment. Mais Hayaki a dit qu'il l'aiderait pour une raison. Il a dit qu'il prendrait ce qu'il y avait en elle. La jeune fille a été choquée par sa demande, car elle ne comprenait même pas ce qu'il y avait en elle. La jeune fille a saisi son cœur et a dit qu'avant cela, elle voulait savoir autre chose. Elle voulait savoir ce qu'était cette chose qui est en elle. Elle a demandé comment il pouvait être si précieux, que plusieurs personnes ont été tuées à cause de cela, et que ses parents doivent tant souffrir à cause de ce qu'il y a en elle. Yakimaru réfléchit à la manière de lui expliquer ce qu'il voulait lui dire. Après quoi, il a commencé à affirmer que pour certains, cela n'avait aucune valeur, mais que pour d'autres, cela pouvait être tout. La jeune fille s'est mise en colère contre lui et lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas lui dire directement de quoi il s'agissait. Soudain, le chien s'est mis à aboyer juste devant la porte, car il avait entendu quelque chose et soupçonnait que quelqu'un se tenait derrière lui. Ils prêtèrent tous deux attention à la réaction du chien, après quoi Yakimaru ordonna à la jeune fille de faire ses valises. Après tout, des gens armés ont commencé à les chasser, qui se trouvaient déjà près de chez eux. La jeune fille a regardé par la fenêtre et a découvert qu'ils avaient été retrouvés. Pendant ce temps, ils étaient surveillés par une fille démoniaque qui leur avait demandé de kidnapper Roro. Elle a commencé à rire extrêmement fort en réalisant qu'elle avait déjà été découverte, même si elle était si prudente. La fille rit encore plus et plus fort, car elle pensait au fait qu'elle voulait leur faire une surprise. Pendant ce temps, son peuple avançait déjà vers la maison de Roro et Yakimaru. Ils étaient comme des zombies sous son contrôle, et elle pouvait les contrôler complètement. Les gens de Demon Girl étaient déjà à la porte et réfléchissaient à la façon de s'introduire par effraction pour achever Yakimaru et Roro. Mais soudain, les gens ont découvert quelque chose auquel ils ne pouvaient pas s'attendre. De manière inattendue, la porte a été défoncée et un coup violent a été porté sur l'une des personnes. Yakimaru s'est échappé de la pièce et était prêt à détruire tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, car il avait promis à la fille de l'aider. Après cela, il a vu qu'ils étaient des gens, et pour lui c'était extrêmement fatigant, car ils étaient beaucoup plus faibles que les démons, et il s'ennuyait de se battre avec eux. Yakimaru a tué toutes les personnes qui se trouvaient sur son chemin, et il l'a fait sans regret, parce que ces gens voulaient tuer la fille et lui-même. Après cela, il a ordonné à la fille de suivre le chien et de courir vers le toit, mais la fille lui a demandé ce qu'il allait faire. Yaki lui a dit qu'il la rejoindrait bientôt,
mais qu'il tuerait d'abord toutes les personnes qui se mettraient en travers de son chemin. Elle était émerveillée par sa force incroyable et le courage dont il lui faisait preuve. Le gaz a fait preuve d'une force incroyable lorsqu'il s'est battu avec 2 lames contre de nombreuses personnes, tandis que Rora gisait sur le toit avec le chien. Les gens ne pensaient même pas à battre en retraite parce qu'ils étaient enchantés et ne comprenaient pas ce qu'est la peur, ni ce qu'est la retraite devant l'ennemi, et ont continué à attaquer sans fin. Yakimaru ne se souciait pas de ces gens, car il était prêt à tuer quiconque attaquait sa vie ou celle de Roro. À coups multiples, il s'est frayé un chemin à travers la foule pour atteindre la jeune fille sur le toit. Alors que la foule gisait morte sur le sol, Yaki commença à monter plus haut sur le toit. Avec le recul, il était surpris d'avoir fait cela si vite et pensait que c'était trop facile. Soudain, il vit que quelqu'un d'autre s'approchait de lui. C'étaient des filles avec des armes qui étaient prêtes à l'attaquer. Elles le regardaient avec leurs yeux enchantés et ressemblaient à des démons. Yakimaru les vit, puis sourit et demanda s'ils ne devraient pas tous aller se coucher. Pendant ce temps, Roro s'approchait de la porte arrière qui la menait directement sur le toit. Elle courut vers lui aussi vite qu'elle le pouvait car elle savait que si elle ne le faisait pas avant, elle pourrait être en danger. Finalement, eux et le chien atteignirent le toit et ils étaient incroyablement fatigués à force de courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Roro réfléchit d'abord à ce qui se passe avec Hyaki maintenant, et s'il va bien, et comment il se débrouille au combat. Elle réfléchit à la raison pour laquelle il n'est toujours pas sur le toit avec elle. Soudain, la chienne se mit à aboyer parce qu'elle avait trouvé quelqu'un. Derrière Roro, quelqu'un lui a demandé si elle s'inquiétait pour Yakimaru. Elle a été choquée car elle pensait qu'il n'y avait personne d'autre sur le toit à part eux, et elle ne s'attendait pas à entendre la voix de quelqu'un d'autre ici. La fille démoniaque a dit qu'elle était ravie de rencontrer Roro, après quoi elle lui a souri et l'a traité de chat. La fille démon a également dit qu'elle était plus mignonne dans la vraie vie que sur la photo. Roro lui a demandé qui elle était. Soudain, le chien a commencé à courir vers la fille démon pour l'attaquer, car le chien sentait que le démon était méchant envers Roro. La fille démon a vu le chien et a demandé à Roro de quel genre de créature sale et laide il s'agissait. Elle a dit au chien de se perdre, après quoi elle lui a donné un coup de pied de toutes ses forces, et le chien a disparu. Soudain, une fille démoniaque s'est glissée juste derrière elle et a dit que maintenant ils étaient enfin seuls, et l'a serrée fermement avec ses mains, la serrant ainsi dans ses bras. Roro a commencé à réfléchir à la façon dont la fille démon s'était retrouvée derrière elle si rapidement, parce qu'elle ne savait même pas qu'elle était un démon, alors que la fille démon sentait Roro et disait qu'elle sentait très bon. La fille démoniaque sortit sa langue géante, après quoi elle commença à grimper directement jusqu'à Roro. Roro avait très peur de cette fille, car elle ne comprenait pas à quoi s'attendre d'elle, et le fait qu'elle les approchait avec sa langue était extrêmement dégoûtant. Elle a commencé à crier pour que quelqu'un la sauve. Soudain, quelqu'un a couru très vite vers le toit. C'était Yakimaru. Il a immédiatement commencé à balancer son katana afin d'achever la Demon Girl et de sauver Roro. Il a continué à balancer son katana pour porter un coup dévastateur au démon. Mais tout à coup, la fille démoniaque, avec une vitesse incroyable, s'est éloignée du coup de katana à une vitesse fulgurante, car elle était extrêmement adroite. Roro était choquée, et en même temps extrêmement heureuse de voir Hyaki. Elle lui était très reconnaissante d'avoir voulu la sauver. Yakimaru a courageusement amené une fille qui voulait manger du Roro pour combattre le démon. Il s'est immédiatement tourné vers Roro pour voir si elle allait bien, et si elle était blessée. Il s'est également excusé auprès d'elle, et lui a dit qu'il avait été retardé, car il y avait beaucoup d'adversaires sur son chemin. Roro a commencé à pleurer, parce qu'elle l'attendait depuis incroyablement longtemps. Mais elle a dit qu'elle était en parfait état. Mais Maru est morte en même temps. Elle était extrêmement désolée pour le chien. Yakimaru a dit à Roro que le chien se réveillerait bientôt, et n'aurait plus à s'inquiéter. Après quoi il a commencé à se préparer à combattre la fille et le démon. La fille démoniaque a commencé à parler à Hyaki. Elle lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, et elle l'a reconnu. Roro l'a immédiatement remarqué et a arrêté de pleurer. Elle a été surprise qu'ils se connaissent. Elle a commencé à crier et à leur demander comment ils se connaissaient, et comment la fille démon connaît son nom. La fille démon a dit qu'ils étaient amis. Après cela, la fille démoniaque sourit, et ajouta également qu'ils étaient de très vieux amis et très proches. Roro a été choqué par la réponse du démon, et a immédiatement commencé à interroger Hyaki sur sa relation avec la fille et le démon. Ils se levèrent tous et ne comprirent pas ce qui se passait entre eux, mais entre-temps le chien commençait à se rétablir.
commença à penser que Hyakimaru n'avait même pas cligné des yeux malgré ses soupçons. Et elle a commencé à penser que Yaki avait prévu de la donner à une démone. Mais à la fin, elle a quand même décidé de lui faire confiance. La fille démoniaque a dit qu'elle avait des soupçons, après avoir vu ce qui se passait de ses propres yeux. Après quoi, elle a demandé à Hyakimaru s'il avait la même mission qu'elle. La fille démoniaque a également déclaré qu'il y avait plusieurs artistes dans une même commande et que le client avait vraiment besoin de reconsidérer ses exigences et ses méthodes, tandis que Roro se demandait de quel type de commande il s'agissait et ce que tout cela signifiait. La fille démoniaque, quant à elle, commença à penser qu'il lui fallait beaucoup d'efforts pour retrouver Roro, parce que Hyakimaru la cachait. Et soudain, elle dit qu'elle décide de donner la fille à Hyakimaru. Mais pour le fait qu'elle la lui concède, elle a demandé de lui l'emprunter pour une journée, car ce serait ennuyeux de repartir les mains vides. Mais elle a promis de ne toucher à rien de ce qui serait à l'intérieur de son corps. Roro ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Elle écoutait la fille démon et ne comprenait pas du tout dans quelle position elle se trouvait et quoi faire ensuite. La fille démoniaque a sorti sa langue géante et a dit qu'avant de la rendre à Hyakimaru, elle voulait savoir quel goût avait Roro et a demandé à Hyakimaru si cela le dérangeait. Hyakimaru l'écoutait attentivement mais restait silencieux, tout en ne disant rien. Roro le regarda attentivement et ne comprit pas ce qu'il ferait dans cette situation, ni s'il accepterait les conditions de la fille démoniaque. La fille démon pensait que Hyakimaru avait accepté ses conditions, et il la comprenait. Roro, quant à lui, commençait à en vouloir au fait qu'il l'ait trahi. Après cela, la fille démoniaque a commencé à rire et a dit qu'il était temps de commencer. Elle posa sa main directement sur la tête de Roro, tandis que Roro ne comprenait pas quoi faire. Elle resta là et fut choquée. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas vaincre cette femme sans l'aide de Yaki, et si elle essayait, elle ne ferait que la provoquer. Plus, et elle a réalisé que dans ce cas, elle devait faire autre chose, car elle n'a jamais découvert ce qui était caché en elle, et elle n'a jamais découvert qui était derrière la mort de ses parents. Après quoi elle a commencé à penser qu'elle pouvait « Je ne mourrai pas sans rien savoir ». Elle a pris toute la volonté dans son poing, après quoi elle a résolument répondu à ses questions en disant que non, elle ne mourrait pas comme ça. Après cela, Roro a commencé à se balancer sur la fille démon afin de la frapper, car elle ne pouvait pas simplement abandonner. Mais la fille démoniaque esquiva facilement son coup et dit que son chaton se grattait. La fille démon a également déclaré que les chats domestiques n'ont aucun instinct de conservation, tandis que derrière elle se trouvait Hyakimaru, qui a commencé à tendre la main directement vers la fille démon. La fille démoniaque commença soudainement à se retourner pour voir ce qui se passait derrière elle. Et Hyakimaru frappa la démone avec une puissance incroyable, et elle commença à crier de douleur parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il frappe maintenant. Il s'est précipité sur elle et, avec une cruauté et une colère incroyables, a voulu la tuer directement sur ce toit. Lorsqu'il lui assena plusieurs coups, il était prêt à la couper en petits morceaux avec ses lames. Tout d'un coup, Roro, derrière lui, a commencé à l'appeler, et le chien a également commencé à aboyer. Après, alors qu'elle récupérait, Hyakimaru lui a dit qu'elle avait fait du bon travail, et grâce à son jeu d'acteur, il a réussi à la surprendre. Roro réalisa soudain qu'il faisait seulement comme s'il s'en fichait. Hyakimaru s'est retourné, l'a regardé droit dans les yeux et a souri, parce qu'il faisait vraiment semblant, et il ne se souciait pas de Roro, parce qu'il voulait la sauver. La fille démoniaque a commencé à crier qu'elle souffrait réellement, et a demandé à Hyaki s'il voulait la laisser partir. Soudain, elle porta sa main à son visage et voulut faire quelque chose. Elle a utilisé ses capacités magiques, et une lumière vive est apparue juste devant le visage de Hyakimaru, après quoi la fille démoniaque a commencé à crier que cela ne fonctionnerait pas et que cette bataille ne pouvait pas continuer ainsi. Une lumière vive brillait partout dans la zone, car la magie démoniaque était utilisée. Puis tout à coup, la lumière s'est éteinte. Roro réussit à fermer les yeux, mais elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait, ni quel était le problème. Soudain, elle vit quelque chose à quoi elle ne pouvait pas s'attendre. La fille démon lui sourit et lui dit qu'elle se demandait depuis longtemps si sa magie fonctionnerait sur Hyakimaru. Après avoir utilisé la magie de la fille démon, l'œil de Hyakimaru sembla se fissurer et soudain la fille démon réalisa que ce n'était pas suffisant. Même après avoir utilisé la magie, Yaki l'a toujours combattu et a plongé son katana directement dans son corps. La fille démon lui a dit que s'il allait vraiment le faire, alors ça n'en valait pas la peine. La fille démoniaque commença à sourire, mais Hyakimaru commença à l'étouffer avec sa main. Elle lui dit de se regarder, parce que tant de femmes le tapotèrent bien. Pendant ce temps, Hyakimaru commença à sortir sa deuxième lame de sa main. Puis, avec une vitesse incroyable,
Il a lancé un coup de foudre directement sur le démon. Soudain, elle utilisa à nouveau sa magie, mais maintenant ses yeux étaient partout sur son corps. Elle a utilisé ses capacités magiques pour désactiver Hyakimaru, et il n'a pas pu la tuer. Mais Hyaki n'était pas aussi simple qu'elle le pense. Il a ignoré son attaque et était toujours prêt à se battre jusqu'à la mort avec elle. Après l'attaque de la fille démoniaque, Hyaki semblait blessé. Il se tenait debout et ne pouvait voir que d'un seul œil. Roro s'inquiétait pour lui, car elle pensait qu'il ne pouvait pas continuer le combat. La fille démoniaque recommença à rire et dit qu'elle n'avait aucune idée de pourquoi il jouait à ce jeu de garde du corps, étant le dernier à se voir attribuer un tel poste. Mais elle aimait ça. Demon Girls était aussi sacrément intéressant et drôle de le voir se faire un clown. Après quoi, elle a dit qu'elle en avait assez de perdre du temps ici, et s'est enfuie rapidement, mais a dit qu'il se reverrait. Roro s'était triste parce que la fille démoniaque s'est enfuie. Pendant ce temps, Hyakimaru était heureux que le chien soit ressuscité et soit à côté de lui. Elle lui lécha la main. Hyakimaru pensait au fait que la fille démoniaque venait de le prendre et avait disparu. Du liquide commença à couler de son œil en parallèle, et il était tout craquelé, et il le sentit. Roro pensait qu'avec l'aide de la fille démon, elle pourrait découvrir toute la vérité sur la mort de ses parents, et elle était tourmentée par des suppositions sur ce qui s'était passé. Roro pleurait, et à ce rythme-là, elle pensait qu'elle ne pouvait rien réaliser. Mais Hyakimaru s'est approché d'elle et lui a dit de se lever. Il était à côté d'elle et était prêt à l'aider complètement. Que devait-elle faire d'autre? Après cela, il a dit qu'il l'emmènerait quelque part, à savoir, à la personne qui répondra à toutes ses questions. Pendant ce temps, il y a de nombreuses années, une guerre dévastatrice et sanglante se déroulait. À cette époque lointaine, la vie humaine ne valait pas un centime. À cette époque aussi vivait un monsieur extrêmement ambitieux, et il était si gourmand qu'il a conclu un pacte avec de puissants démons. Et il désirait le pouvoir illimité des démons. Et bien sûr, tout devrait avoir son propre prix. Et donc, en échange de force et de pouvoir, le maître devait sacrifier son propre fils. Ses yeux, son nez, ses membres, les démons lui ont emporté tout ce qu'ils pouvaient atteindre. Ainsi, le fils d'un maître avide de pouvoir est né sans rien. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que le maître a laissé son propre enfant mourir. Lorsqu'il a laissé l'enfant mourir, il a dit qu'il pourrait avoir un autre fils à tout moment. Et il a relâché le bébé dans la rivière. Tout le monde était sûr qu'il était voué à une mort certaine. Mais à la fin, l'enfant n'est pas mort. Il est revenu et son apparence ressemblait davantage à une étrange poupée en céramique qu'à une personne vivante. En grandissant, ce garçon a appris qu'en tuant les puissants démons avec lesquels son père avait conclu un contrat, il récupérait les parties du corps volées. Alors il a eu l'opportunité de restituer ce qui avait été volé avant sa naissance. Ce garçon est devenu un chasseur. Des chasseurs de démons qui ont autrefois volé ce qui lui appartenait. Depuis cette époque, et jusqu'à aujourd'hui, il continue sa chasse. Revenant sur les événements qui se déroulaient, Hyakimaru et Roro arrivèrent chez la fille qu'ils étaient censés venir pour découvrir tous les détails. Roro était choquée par ce qui se passait, car elle ne comprenait pas quel genre de fille elle était. Pourquoi elle se comportait ainsi? Elle était extrêmement étrange. Elle avait une guitare dans les mains et elle en jouait constamment. Après cela, Roro a demandé à la fille ce qu'elle avait dit à propos de Hyaki. La jeune fille lui a demandé si c'était difficile pour elle d'y croire à en juger par son apparence. Après cela, Hyakimaru est allé dans la pièce et a dit que peu importe qu'elle le croie ou non, mais il lui a fait part de son histoire, car il était important de comprendre l'information suivante. Roro lui a demandé comment il savait de quoi il parlait, s'il était dans une pièce insonorisée. Hyakimaru a répondu qu'il avait une prémonition. Hyaki lui a également demandé si elle lui avait posé des questions sur ce qui se trouvait en elle. La fille devant lui devait dire ce qu'il y avait au milieu de Roro. La jeune fille a dit qu'elle devrait se présenter correctement et a dit qu'elle s'appelait apôtre. Après cela, elle a ajouté qu'elle semblait être une bonne amie de ce malheureux mais beau vieil homme, et en tout cas, heureuse de vous rencontrer, après quoi elle a serré la main de Roro. L'apôtre a également dit qu'elle achète et vend toutes sortes d'informations, après quoi, elle sourit et dit que c'était elle qui avait vendu les informations sur Roro au démon. Roro était choquée, car elle ne comprenait pas comment cela était possible. Elle était incroyablement en colère contre l'apôtre, car elle condamnait ses actes et ne comprenait pas pourquoi elle agissait avec elle. Hyakimaru a immédiatement dit à Roro de se calmer.
Après quoi, Yakimaru présenta instantanément sa lame au cou de l'apôtre et lui demanda plus calmement maintenant. L'apôtre commença visiblement à s'énerver et demanda à être écoutée jusqu'au bout, car elle pouvait tout expliquer. L'apôtre a commencé à raconter que Yakimaru est toujours avec Maru et est parti en voyage pour trouver le démon caché parmi les sans-abri. Et il n'y en avait plus, car ce type n'a même pas de téléphone avec lui et dit qu'ils sont trop difficiles à utiliser. Alors elle s'est simplement assise et a réfléchi à la façon dont elle pourrait le contacter. Et soudain, un adolescent est apparu qui déclare qu'il cherche Yaki. Roro s'est immédiatement rendu compte que c'était elle. L'apôtre a dit que sa pensée était correcte. C'était l'apôtre qui avait révélé où se trouvait Hiyaki. Et d'ailleurs, elle avait également transmis des informations la concernant au démon, parce qu'il semblait à l'apôtre que si elle faisait cela, quelque chose d'amusant se produirait certainement. Et évidemment, quelque chose se passerait réellement. Roro était vraiment choquée par tout ce qui se passait dans cette pièce, car elle n'imaginait même pas que c'était un plan bien pensé. L'apôtre, quant à lui, se disputait avec Yakimaru, parce qu'elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas le suivre et entrer en contact avec lui. Roro, quant à lui, commençait à être jaloux et à réfléchir au genre de relation qu'ils entretenaient. Après quoi, l'apôtre a dit que de toute façon, tout irait bien si elle lui parlait de ce qu'il y avait à l'intérieur de Roro. Pensa Yakimaru, car il n'avait aucune idée de ce qui se passerait si Roro entendait ce qu'il y avait en elle. Après quoi, il dit qu'elle avait le droit de savoir, et l'apôtre dit que dans ce cas, elle le lui dirait. Après cela, l'apôtre s'est tourné vers Roro et lui a demandé si elle se souvenait de ce qu'elle avait dit à Hiyaki il y a 5 minutes. Roro a répondu qu'elle s'en souvenait et qu'il s'agissait des parties du corps volées par les démons. L'apôtre l'a regardé attentivement, puis lui a dit de garder cela à l'esprit. À l'intérieur, Roro faisait partie de Hiyaki. Pendant ce temps, des événements se déroulaient dans une discothèque dans laquelle les gens dansaient. La musique jouait fort, et il y avait une lumière vive. Quelqu'un décida d'ouvrir le champagne, qui éclaboussa dans tous les sens. Tout le monde se réjouissait et buvait. C'était une fille démoniaque, et elle buvait du champagne avec ses amis. Elle a juste bu une bouteille entière d'un seul coup. Les filles qui l'entouraient étaient ravies de ses capacités. Le nom de la fille démon était Maki, et les autres filles autour d'elle lui ont demandé si quelque chose la dérangeait, et elle a répondu que oui. Maki a dit qu'elle avait croisé un chat mignon dans la rue, mais elle lui a attrapé la main et s'est enfuie. Les filles autour d'elle ont été choquées par ce qu'elle a dit. Puis elle a ajouté que Kitty était très mignonne. Et elle sentait bon. Elle y a pensé tant de fois et ne veut pas la laisser partir comme ça. Mais Maki savait que Hiyaki ne la laisserait pas voler le chaton. Après cela, elle a décidé de sortir son téléphone et d'appeler quelqu'un. Les filles qui l'entouraient étaient comme hypnotisées. Ils s'inclinèrent tous devant elle alors qu'elle commençait à parler au téléphone. Tous les gens autour d'elle semblaient figés, attendant qu'elle parle au téléphone. Maki a appelé un autre démon, à qui elle a proposé de travailler avec elle. Mais il lui a dit qu'il était un peu occupé en ce moment et qu'il ne pouvait pas se distraire, qu'il y avait une araignée géante au-dessus de sa tête et qu'il se tenait avec un katana devant lui et voulait l'achever. Maki a dit qu'elle était sûre qu'il se prélassait quelque part, mais elle ne savait pas qu'il était en fait occupé à combattre une araignée géante. Le démon se tenait imperturbable et attendait l'attaque de l'araignée. Il a ensuite dit à Maki qu'il n'avait aucune raison de refuser son offre. Et il entra dans la bataille, avec une araignée géante, le sol sous lui s'effondrant, alors qu'il commençait à sauter. Avec son katana, il se précipita sur l'araignée pour l'achever. Il avait les mêmes yeux rouges que Hayakimaru et brandissait un katana. Avec facilité, il coupa l'araignée géante en 2 morceaux d'un seul coup. Maki entendit du bruit, mais le démon lui dit que ce n'était rien, alors qu'en fait, il venait de tuer une araignée géante. En même temps, il savait qui était Yakimaru. Après cela, il a demandé à Maki s'il était fort. Il s'est demandé s'il pouvait le supporter. Pendant ce temps, les événements continuaient à se dérouler sur la piste entre la forêt dense. Roro et Hayakimaru étaient dans la même voiture. Yaki lui a demandé comment elle se sentait, car à en juger par son apparence, elle n'avait pas tout le temps fermé les yeux. Roro commença à réfléchir à ce qu'on lui avait dit, après quoi, elle lui demanda s'il pensait sérieusement qu'après avoir entendu cela, elle pourrait s'endormir. Elle ne crut pas immédiatement qu'il y avait une partie de Yakimaru en elle. Après cela, Roro a déclaré qu'elle avait vécu une vie ordinaire jusqu'à présent, et a commencé à se demander pourquoi cette chose est en elle, car il n'y a aucune explication raisonnable à cela. L'apôtre lui répondit et dit que la raison en était inconnue. Roro pensait qu'elle se moquait d'elle. L'apôtre lui a dit de se taire. Elle n'en connaissait vraiment pas la raison. Soudain, Roro a découvert quelque chose d'inhabituel.
et celui-ci était relié au mur de cette pièce. Elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Des portraits de sa mère et de son père étaient accrochés au mur de la chambre de l'apôtre. Après cela, l'apôtre a dit qu'elle avait fouillé un peu dans sa biographie. Elle a également ajouté que ce n'était en fait pas si difficile et que ses parents étaient assez célèbres. Et après avoir dit cela, elle montra leurs photos. C'était monsieur et madame Yamada, un couple marié de brillants explorateurs. Et ce qui était intéressant, c'était l'absence de toute information documentée sur le fait qu'ils avaient un enfant. Comme ils étaient tous les deux stériles, Roro fut extrêmement choquée par ce qu'elle entendit, car elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ne soit pas l'enfant de ses parents. Elle ne savait pas du tout comment réagir face à cela, et le monde semblait bouleversé. L'apôtre a commencé à rire et a dit que c'était vraiment étrange, après quoi elle a demandé à Roro d'où elle venait. Après cela, elle a plaisanté et a dit que Roro avait probablement été jeté sous la porte de ses parents. Yakimaru a été arrêté par l'apôtre et lui a dit de ne pas dire de bêtises. Roro fut choqué par ce qui se passait et demanda à l'apôtre d'être aussi sérieux que possible. Après cela, l'apôtre a déclaré que personne ne sait à quel point la réalité peut être cruelle et que dès que vous le découvrez, vous ne pouvez plus oublier. L'apôtre a demandé à Roro si elle voulait vraiment connaître son origine et si elle ne le regretterait pas. Roro y réfléchit et dit qu'elle ne savait pas, qu'elle devait juste digérer tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, et tout cela lui semblait accablant. Et pourtant, elle décida qu'elle en avait assez des regrets. Roro a résolument crié qu'elle voulait connaître la vérité et qu'elle n'allait pas revenir sur ses paroles. Après cela, elle a demandé à l'apôtre de dire la vérité sur elle-même, toute la vérité que l'apôtre savait à son sujet. Pendant ce temps, il conduisait une voiture et elle ne savait pas comment percevoir cette vérité qu'elle entendait. Roro a déclaré que l'apôtre avait fini par ne pas lui dire grand-chose du passé. Après tout, la seule chose qu'elle a apprise de l'apôtre, c'est qu'elle a été secrètement adoptée par ses parents. Le fait que, malgré tous ses efforts, elle n'ait rien trouvé, ne peut que signifier qu'il n'y a tout simplement plus rien à chercher, et comme elle est une marchande d'informations tellement cool, Roro en doutait fortement. Et elle a conclu qu'elle ne savait rien d'elle-même. Roro était extrêmement déçue par le fait qu'elle s'attendait à apprendre beaucoup plus d'informations sur elle-même et son passé, mais en fait elle n'a rien appris non plus. En colère, Roro a dit à l'apôtre que ces informations étaient inutiles, mais l'apôtre a dit qu'elle leur avait prêté sa voiture pour qu'ils puissent voyager confortablement, et a même donné l'adresse du laboratoire où travaillaient ses parents, après quoi elle a demandé à Roro comment pourrait-elle être si ingrate. Mais Yakimaru a répondu que ce n'était que ses tours, et qu'elle ne devrait pas tomber dans le piège. L'apôtre a commencé à pleurer, car elle était triste que Roro n'apprécie pas ces informations, et a dit qu'elle se demandait simplement si tout allait bien. Après quoi, elle a dit que puisque les Oni voyageaient, laissez-les apporter quelques souvenirs avec eux. Yakimaru a soudainement éteint l'écran, qui affichait l'apôtre, alors il a mis fin à l'appel avec elle. Il a dit qu'il l'avait fait parce qu'elle l'ennuyait. Roro était d'accord avec lui. Roro a déclaré que Hiyaki peut être considéré comme étant dans l'air du temps, ce qui est surprenant compte tenu de son âge, et sait même conduire une voiture et utiliser un navigateur. Yakimaru a déclaré qu'il conduisait une voiture depuis que les gens l'avaient inventée. Roro a été très surprise qu'ils conduisent une voiture depuis leur invention, car c'était il y a longtemps, après quoi elle a demandé si Yaki avait un permis de conduire. Il a simplement continué à conduire la voiture et n'a rien voulu lui répondre. Roro rit en attendant que Yaki réponde à sa question. N'attendant pas sa réponse, elle lui ordonna d'arrêter la voiture. Elle a paniqué car il n'avait pas de permis de conduire et conduisait une voiture, et lui a ordonné de l'arrêter. Yakimaru lui a dit de se calmer. Pendant ce temps, ils sont déjà d'arrivée dans la métropole géante. Indemnes, ils ont pris la voiture, même en tenant compte du fait que le conducteur n'avait pas de permis. Yakimaru a décidé d'aller au magasin pour acheter de l'eau. Roro réfléchissait encore au fait qu'il n'avait pas de permis et qu'elle ne pouvait lui faire confiance que pour conduire sans permis. Mais elle était toujours reconnaissante qu'il soit enfin arrivé dans sa ville natale. Et soudain, elle a vu un photomaton. Elle se souvenait des moments où elle était heureuse lorsqu'elle prenait des photos dans cette cabine qu'elle aimait beaucoup. Après cela, elle s'est souvenue de ses amis et a pensé qu'ils étaient très tristes lorsqu'elle a quitté la ville et n'a pas recommencé. Mais tout à coup, elle a remarqué 2 filles marchant dans la rue. C'étaient ses amies, Natsumi et Haruka, avec qui elle s'entendait si bien. Elle ne s'attendait pas à les voir ici, et c'était inhabituel pour elle qu'ils se rencontrent comme ça, après quoi elle est sortie de la voiture et a commencé à appeler les filles. Elle a couru sur la route et leur a demandé de s'arrêter pour qu'ils puissent la voir.
Roro courut à une vitesse incroyable pour rattraper les filles et les saluer. Avec des efforts incroyables, elle a atteint ses amis avec lesquels elle avait si bien communiqué auparavant et a commencé à crier leur nom pour attirer l'attention. Mais quand ses amis se sont retournés, ils ne l'ont pas reconnue. Ils ont demandé qui elle était. Roro a dit que cela ne faisait qu'1 an. Et comment pouvait-il ne pas se souvenir d'elle? Après quoi, elle leur a demandé de ne pas faire semblant et de prétendre qu'il ne se souvenait pas d'elle. Bon, eux non plus ne l'ont pas reconnue. Elle s'est présentée à eux et s'est approchée pour leur prendre la main. Les filles étaient choquées car elles ne pouvaient pas la reconnaître. Roro a déclaré qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, après quoi elle a demandé aux filles comment elles allaient et si elles étaient de toutes apparentées et bien vivantes. Elle a également demandé si les filles aimeraient s'asseoir avec elle dans un café quelque part. Mais l'une des filles a retiré sa main de celle de Roro. Roro ne comprenait pas ce qui se passait, car les filles s'éloignaient d'elle et ne voulaient pas communiquer avec elle. Après quoi, ils lui demandèrent qui elle était et pourquoi. Par exemple pour faire semblant d'être Roro. Mais Roro ne comprit pas du tout pourquoi ils lui demandaient cela. Mais après, Roro a réalisé pourquoi ses amis étaient en colère parce qu'elle avait soudainement disparu. Mais elle a dit qu'elle avait ses raisons, son ami ne la croyait pas et lui a crié de mentir. Son ami a nié qu'elle ressemblait vraiment à Roro, car même sa voix était différente. Et en plus, Roro est mort depuis 3 ans. Et soudain, Roro tomba dans la stupeur et fut choquée par les paroles de son ami, car il pensait sérieusement qu'elle était morte. Elle pensait à tout ce qui s'était passé récemment. Mais elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait, et elle décida de demander à ses amis de quoi ils parlaient. Roro a dit à ses amis qu'ils pouvaient voir qu'elle était vivante, et se tenait devant eux. Mais ses amis ont nié qu'elle était vraiment Roro, et n'y croyaient pas. Ils ont demandé à Roro pourquoi elle disait des choses si étranges, et pourquoi elle prétendait être une personne différente. Et soudain, Roro est tombée au sol, sa tête a commencé à lui faire très mal, et c'était comme si elle avait des hallucinations. Ses amis ont été choqués par son état et ont commencé à lui demander si elle allait bien. Roro a dit à ses amis qu'elle allait bien, mais elle n'allait clairement pas bien. Elle commença à se sentir incroyablement étourdie, et elle avait l'impression que sa tête était sur le point d'éclater. Et plus elle parlait avec son ami, plus elle ressentait l'incohérence qui lui traversait le cerveau, car ils étaient amis ensemble, il n'y a pas si longtemps. Avant la mort de ses parents, ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais pour l'instant, ses amis la pensaient morte. Elle ne comprenait sincèrement pas ce qui se passait, et pourquoi ils le pensaient. Et tout commença à s'effondrer sous ses yeux. Elle n'était pas elle-même, et ne comprenait pas ce qui se passait, comme si elle se trouvait dans une autre réalité. Et soudain, elle s'est réveillée. Pendant ce temps, l'assistant de Demon Girl se dirigeait vers elle. Il cherchait quelque chose sur son téléphone et marchait parallèlement à la forêt de peinture. Après cela, il a commencé à appeler Suzu, et elle lui a demandé s'il était arrivé sans problème. Ils communiquèrent entre eux, et il s'est avéré que le démon a appelé Suzu parce qu'il était perdu. Il ne savait pas où aller et a demandé son chemin à Suzu, car il s'était perdu en marchant dans la forêt. Suzu lui a dit que pour ne pas se perdre, il devait trouver et mémoriser des repères, car elle le lui avait déjà expliqué 200 fois. Elle se mit à regarder autour d'elle et à chercher les repères qui lui avaient été laissés. Pendant ce temps, Roro a été réveillée par un chien. Elle s'est réveillée et n'a pas compris ce qui se passait, ni où elle se trouvait. Et soudain, il s'est avéré que, avec Hyakimaru et ses amis, étaient assis dans un café et mangeaient. Le chien d'un des passants a attiré l'attention sur le fait que le chien Hyakimaru était assis dans le café et voulait l'atteindre. Roro a regardé ses amis avec surprise et a demandé où ils étaient, mais ses amis ont réagi négativement à ses paroles et lui ont dit d'arrêter de s'amuser. Et c'était la première chose qu'elle voulait dire après son réveil. L'une des amies a déclaré qu'elles avaient eu très peur lorsqu'elle a perdu connaissance. Après tout, elle s'est soudainement évanouie au milieu de la rue, et alors qu'elle était inconsciente, le suspect Hyakimaru a essayé de l'emmener quelque part. Mais ses amis ont essayé de l'en empêcher. Les amis de Roro considéraient Hyakimaru comme une personne très suspecte, car ils voulaient voler leur ami. Ils pensèrent qu'il était suspect. Même si Hyakimaru avait payé leur note au restaurant, Roro pensait au fait qu'elle s'était évanouie et à ce que tout cela signifiait. Après tout, lorsqu'elle s'est évanouie, elle pensait définitivement à quelque chose à ce moment-là. Après cela, son amie s'est levée et a dit qu'elle en avait assez, et qu'après qu'elle s'était réveillée, ils devraient repartir. Mais Roro a essayé de les arrêter parce qu'elle voulait communiquer avec eux. Puis elle leur a demandé s'ils ne la reconnaissaient vraiment pas. Ses amis la regardaient et ne savaient que lui répondre. Une de ses amies a commencé à regret à sortir ses téléphones de son sac. Puis elle le tendit à Roro.
Une de ses amies a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait tant d'audace de s'appeler Roro, mais si elle était vraiment perdue, alors elle devrait y réfléchir. Après cela, ils n'ont pas montré de photo du vrai Roro au téléphone, et ils ont dit que cette fille était leur amie. Et elle réalisa que ce n'était vraiment pas elle. Roro n'arrivait pas à y croire. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait arriver, car cette photo devrait être elle. L'une des filles a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était, mais qu'elle ne la reconnaîtrait certainement pas. Roro a commencé à penser qu'il pourrait y avoir quelque chose qui n'allait pas avec son corps, surtout compte tenu du fait qu'elle s'était évanouie plus tôt. Yakimaru a déclaré que les souvenirs peuvent être déformés par la moindre commotion cérébrale. Puis il claqua des doigts juste devant les visages des filles et leur demanda de regarder ici une seconde. Les filles semblaient fascinées. Ils ne bougèrent pas et écoutèrent attentivement Yakimaru. Roro a commencé à en vouloir parce qu'ils étaient ses amis et qu'elle était contre l'hypnose. Yakimaru a dit que s'ils tombèrent dans le piège une fois, ils pourraient se faire prendre à nouveau, après quoi il a demandé de lui donner son téléphone. Et il a ajouté que l'une des caractéristiques de l'hypnose est la distorsion des souvenirs. Puis il lui a donné le téléphone pour qu'elle puisse y jeter un œil. Il a également déclaré qu'il avait installé sur le téléphone un programme de piratage développé par Apostol, qui permettrait de restaurer rapidement l'apparence originale de la photo. Ainsi, ils doivent découvrir dont les souvenirs sont vrais. Roro avait hâte de télécharger le programme. Il n'en restait que 95% et elle voulait vraiment que ça marche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a commencé à regarder attentivement le téléphone et a été choquée par ce qu'elle a vu. Elle a commencé à dérouler la même photo. Et d'après ce qu'elle a vu, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Elle était très reconnaissante envers Yakimaru de l'avoir aidée. Et Roro avait raison et c'était ses amis. Après quoi, elle réalise qu'elle est vraiment Roro. Yakimaru la regarda et dit que c'était vrai. Il claqua des doigts et les filles se réveillèrent. Ils furent incroyablement surpris de se réveiller à nouveau et ne comprirent pas ce qui se passait. Des amis ont demandé ce qui s'était passé et comment cela s'était passé.